La lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Niogret, réalisée par Christine Berlamont. Comment voyons-nous. 4e émission, la place de la femme. Le dieu de la joie, dont mon maître Matsumoto Sensei m'a enseigné les rituels, est représenté par un corps à la fois masculin et féminin. Le côté féminin symbolise donc cette sensibilité, et le côté masculin, le côté rationnel. On dit que c'est le dieu de la joie parce que c'est la joie de l'union sexuelle. C'est une joie qui nous permet, nous, de cette différence de l'homme et de la femme. Et c'est une divinité très très puissante et très très secrète, compris dans quelques temples au Japon. Et ça allie donc ces deux qualités, et ça permet donc de se réaliser à un autre niveau qui est la naissance de notre moi, qui est au-delà du féminin et du masculin. Comme dans d'autres religions, la place de la femme est discutée dans le bouddhisme. Mais justement, qu'en pensent les femmes bouddhistes vivant en Occident ? Le bouddhisme est né dans des sociétés où la femme avait un rôle particulier à jouer. Le contexte n'est plus le même dans notre monde contemporain, où le principe d'égalité est un fondement incontesté. Pratiquantes et observateurs apporteront leur éclairage. Pourtant, plus que la question sociologique sur la place de la femme dans l'univers bouddhiste, la question de fond est de visualiser ce que représente la féminité dans le cheminement bouddhiste. On passe alors de la place de la femme à celle de la féminité, figurée notamment par les dakini, terme sanskrit qui désigne celles qui voyagent dans l'espace et qui représentent ces êtres féminins possédant de grands pouvoirs spirituels et que l'on retrouve dans l'iconographie bouddhiste. Marie-Martine Mestre, psychanalyste. La place de la femme. Eh bien, il y a quelque chose tout de suite que j'ai envie de dire, c'est que le reproche qu'on fait au bouddhisme très souvent, c'est que c'est une voie traditionnelle, une philosophie avec des aspects dévotionnels, religieux si on veut, qui était réservée aux hommes. C'est clairement indiqué dans certaines pujas, c'est clairement indiqué dans l'histoire du Bouddha, de ses enseignements, où il ne voulait pas qu'il y ait de femmes dans les monastères. Il ne voulait pas de monastère de femmes. Alors on dit, le Bouddha n'aimait pas les femmes. Mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que le bouddhisme du temps du Bouddha, c'était dans un contexte particulier, où les femmes avaient beaucoup à faire, où la société n'était pas la même que dans la nôtre. On n'était pas dans une société d'individus, alors que nous, en Occident, dans le siècle où nous sommes, nous développons beaucoup la conscience de moi, je, et moins le groupe qui fonctionne ensemble, le groupe des humains qui fonctionnent ensemble. Ce qui fait que c'est quelque chose qui ne tient plus actuellement, où les femmes ont tout à fait la possibilité de pratiquer le bouddhisme sans nuire à leur vie de famille, sans prendre trop de temps, et où chaque femme a autant de besoins de vie intérieure qu'un homme. Fabrice Midal, disciple de Chogyal Trungpa. La place de la féminité est essentielle dans le bouddhisme Vajrayana ou le bouddhisme tantrique, mais la place de la femme a beaucoup dépendu du contexte culturel et politique du Tibet. La société tibétaine a été en partie machiste, et les femmes ont eu beaucoup de mal à certaines époques. Et dernièrement, Diane Perry,
qui était une Anglaise, raconte dans un livre un ermitage dans la neige, à quel point il lui fut extrêmement difficile de pouvoir recevoir les enseignements. Et dans les monastères, elle était considérée comme un être inférieur, impur, et elle a dû partir et quitter le monastère malgré la relation très proche qu'elle avait avec son maître pour pouvoir pratiquer les enseignements du bouddhisme. Donc il faut dire ça pour couper court à une mythologie et affronter ce point vraiment difficile. Et il me semble en ce sens qu'un des grands défis du bouddhisme aujourd'hui, c'est de repenser la place de la femme. Dans les enseignements du Bouddha, la place de la femme est déjà problématique. On raconte que parce que le Bouddha a accepté que les femmes soient ordonnées, la doctrine allait être raccourcie de 500 ans. Martin Batchelor, auteur d'un livre de portraits de femmes bouddhistes contemporaines, rencontre avec des femmes remarquables. Alors le problème de la place de la femme dans le bouddhisme et dans la tradition est toujours plus ou moins problématique. Mais ce qui était bien chez les Coréens, dans un sens, ils sont très confucianistes, donc très patriarcales. Mais en même temps, il y a vraiment ce sentiment d'égalité. Ils ont vraiment, dans un sens, ils sont très démocratiques, dans un sens, ils sont très traditionnels. Donc, bien que j'entende des petites choses traditionnellement qui sont un petit peu de préférence aux hommes, ce qui était beau en Corée, c'est que quand vous êtes du même niveau, en tant qu'âge, en tant qu'ordination, un moine saluera une nonne exactement de la même façon. Tous les deux, vous allez par terre et vous faites une salutation que vous ne trouverez dans aucun autre pays en fait. Peut-être en Chine, mais je ne suis même pas sûre. Et donc il y a quand même une reconnaissance de l'égalité de la femme et de l'homme. Mais bien sûr, mon maître me disait toujours que ça serait une bonne idée que je prie de renaître comme un homme. Alors là, j'étais pas d'accord, parce que je lui ai dit, mais le Bouddha n'a-t-il pas dit que les femmes et les hommes, pareillement, pouvaient être éveillés? Il dit, oui, mais c'est bien de prier quand même. Alors on a agréé de désagréer. Vous avez écrit un livre, Martin Batchelor, à partir de rencontres de femmes bouddhistes actuellement, aussi bien orientales, c'est-à-dire coréennes, chinoises qu'occidentales, écossaises, allemandes, américaines. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes, aujourd'hui dans le bouddhisme, ont une place justement qui est en train de changer ? Oui, je pense que, en fait, si on regarde l'histoire, à des moments donnés, il y a eu des places relativement égales pour les femmes. Par exemple, moi, j'ai un recueil chez moi, un livre qui est sur les femmes chinoises, nonnes, au 5e siècle en Chine. Mais ça, c'est beaucoup de gens le connaissent. Et en fait, c'est des très belles histoires et c'était donc une vie très pleine et très respectée. Mais au cours de l'histoire, au cours du changement de société, de ce qui se passait dans l'histoire, des fois les femmes ont été vraiment à l'arrière. Et donc je dirais qu'avec cette société moderne, que ce soit en Asie ou en Europe ou aux États-Unis, il n'y a plus d'égalité parce qu'il y a l'éducation. Ça, je pense que c'est ça qui fait la grande différence. C'est qu'il y a cette éducation laïque qui fait qu'on est au même niveau. Et donc maintenant, il y a une très grande place de la femme dans le bouddhisme, dans la vie moderne, en Asie et en Occident. De nouveau, il faut faire attention aux traditions. Parce qu'il y a certaines traditions qui sont beaucoup plus, de par la culture, qui sont beaucoup plus patriarcales. Et il y a d'autres traditions qui sont beaucoup plus égalitaires. Ça, de nouveau, il y a toute une gamme. Les femmes sont comme les hommes. Elles vont où cela va s'accorder avec leur personnalité. Donc vous allez trouver des femmes qui sont ermites. J'ai une amie qui était pendant 10 ans ermite et qui dans le livre, dans une grotte dans les Himalayas. Il y a d'autres femmes qui construisent des hôpitaux, qui s'occupent des gens qui sont pauvres. Il y a d'autres femmes qui sont académiques, qui enseignent dans l'université, qui font des thèses. Et il y a des femmes qui enseignent la méditation. Donc dans un sens, je ne peux pas dire qu'elles apportent plus dans cet endroit ou dans l'autre. Et là, récemment, Grazina Pearl, vous avez passé 3 mois dans un monastère en Corée, précisément.
Est-ce que vous avez su dès le départ que votre vocation était de rester laïque avec une vie de famille, ou est-ce que vous avez eu la tentation de mener cette vie de nonne? Bon, oui, j'ai passé 3 mois, c'était magnifique, c'était très 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 précieux. Si j'avais un moment de penser de devenir une nonne, pas vraiment. Peut-être parce que j'ai l'enfant, 2 enfants, 2 fils, mais il y a peut-être petit part dans mon cœur qui veut rester, parce que je me promenais autour des temples, c'est dans les montagnes, très très joli endroit, très calme. Et il y a beaucoup de petits temples ermites. Donc de temps en temps, quand je l'ai vu, je pensais c'est la vie que je veux peut-être vivre. Mais d'autre côté, spécialement depuis le moment de transmission, pour moi c'est certaines obligations. Je faisais le vœu d'aider, d'enseigner, d'aider les gens qui cherchent. Donc si je suis dans la montagne, c'est très très rare que quelqu'un passe là-bas. Dans la ville, c'est vrai que j'aime la ville, l'énergie de ville, c'est très vivant. Bon, il y a beaucoup de monde qui besoin quelque chose. Même cette petite place, on peut venir et méditer. Très calme, très très paisible. Marie-Stella Bousmar. Du point de vue de la pratique, je pense qu'il n'y a pas de différence, peut-être à part la sensibilité, mais là, ça n'est pas une différence entre hommes et femmes, c'est une différence d'être à être, puisque le bouddhisme est une voie qui est très riche, qui est très complexe, et on peut dire qu'il y a un cheminement par personne. De là, l'importance également du maître spirituel qui va adapter ses instructions à chacun de ses élèves, et il va les diriger selon leurs défauts, leurs tendances, leurs qualités également. On va essayer de travailler sur les atouts que l'on a, sur les qualités que l'on a déjà développées pour les améliorer, pour les faire progresser encore plus. Non, alors c'est vrai que du point de vue social, il y a une différence entre les moines et les moniales. Sur le plan hiérarchique, dans le Vinaya, c'est vrai que les premières places sont réservées aux hommes, aux moines, et que les moniales seront toujours à l'arrière par rapport aux hommes. Et ça, c'est le côté social, c'est le côté hiérarchique. Et c'était déjà tout à fait révolutionnaire en Inde ancienne, à l'époque du Bouddha, d'accepter des femmes dans la communauté religieuse. En revanche, pour ce qui est de la pratique réelle, on ne fait pas de différence entre hommes et femmes, d'après ce que j'ai pu voir depuis mes débuts dans le bouddhisme en 1974. Toutes les pratiques sont accessibles, toutes les réalisations sont possibles. Par exemple, parmi les disciples du Bouddha, il y a eu des grands disciples hommes, mais il y a également eu des grands disciples femmes qui ont obtenu les plus hautes réalisations, qui sont devenus des arahates, qui ont eu vraiment obtenu les plus hauts niveaux de sagesse. Donc c'était tout à fait possible, même déjà à l'époque. Et en ce qui concerne la lignée tibétaine, quand on voit comment se sont constituées les écoles, comment ont été introduites les lignées, les hommes ont une part évidemment prépondérante, mais les femmes ont également beaucoup travaillé dans son domaine. Et il y a chez les Tibétains des lamas qui sont femmes, il y a des tulkus femmes. On peut très bien suivre un maître qui serait une femme, ça n'est pas réservé aux hommes. Et maintenant, le fait que le bouddhisme s'implante en Occident, est-ce que vous voyez depuis votre entrée dans le bouddhisme en 1974 des évolutions par rapport à la place respective des hommes et des femmes ? Dans le bouddhisme même, il n'y a donc pas de différence intrinsèque. Ensuite, c'est vrai qu'il y a forcément toujours une adaptation à la société dans laquelle on se trouve. Alors c'est vrai que les Tibétains, par rapport aux autres Asiatiques, laissent toujours une place assez importante aux femmes. Les femmes tibétaines sont très libres, ont beaucoup de possibilités, elles ont leur liberté économique, etc., ce qui n'existe peut-être pas en Chine ou
au Japon ancien, par exemple. Donc en France, il y aura forcément également une adaptation par rapport à notre propre culture. Bon, une différence, bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme dans le public, il y avait une grande majorité de femmes. De nos jours, ça s'équilibre. Il y a presque autant d'hommes maintenant que de femmes. Autrefois, il y avait soit des personnes assez âgées, soit des très très jeunes, enfin quand je dis très très jeunes, c'est-à-dire des étudiants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une couverture d'âge également qui est beaucoup plus complète. Mais sinon, non, pas de différence particulière. Le bouddhisme et le bouddhisme Vajrayana ne posent aucune difficulté à l'initiation des femmes dans une voie traditionnelle et ésotérique. Et l'écho que rencontre aujourd'hui le bouddhisme en Occident tient en partie pour cette capacité qu'il a de donner une place entière aux femmes. Et aujourd'hui, dans les centres, il n'y a pas la moindre difficulté, et même au contraire. Et à la différence d'autres voies, l'iconographie, le symbolisme, les rituels ne posent strictement aucun problème pour les femmes. Elles s'y retrouvent énormément. Donc ça, c'est extrêmement important de souligner que on voit bien ici la différence entre un aspect adventiste, culturel, et le cœur d'une tradition. Et on voit bien comment, malgré les méandres historiques, le cœur de la tradition bouddhique n'a nullement été entaché par ce qu'elle a traversé et permet aujourd'hui d'ouvrir aux femmes une dimension spirituelle pleine et entière. Il n'y a pas la moindre différence. On demandait au Dalai Lama s'il pourrait revenir comme une femme, et il disait mais bien sûr, pour l'instant, la société étant à ce point machiste qu'il faut mieux que le Dalai Lama soit un homme pour qu'on l'écoute, si demain le monde est mûr pour qu'il puisse venir comme une femme, il sera ravi de venir comme une femme. Je ne sais pas sûr que dans d'autres traditions spirituelles, ce soit possible, comme c'est possible dans le bouddhisme. Même dans les moments les plus difficiles, entre guillemets, de l'histoire du bouddhisme, il y avait des histoires qui dénonçaient cet état de fait, comme par exemple Tara, qui est une des divinités principales dans le bouddhisme tantrique. Son histoire raconte qu'elle était une nonne extrêmement douée, d'une grande sagesse, et ses amis moines lui disaient « Quel dommage que tu sois née comme une femme. Espérons que dans ta vie prochaine, tu pourras naître comme un homme. » Elle a dit « Je fais le vœu de toujours revenir comme une femme et d'atteindre l'éveil comme une femme et de devenir Bouddha comme une femme pour montrer que le vrai sens de la doctrine bouddhiste, c'est cette impossibilité de séparer aussi arbitrairement les sexes. Et elle a atteint l'éveil comme une femme et a manifesté ses qualités et a toujours, c'est le paradoxe un peu, c'est que toujours elle a joué un rôle décisif dans l'histoire du Tibet. Et on voit bien ici cet étrange paradoxe entre cette reconnaissance de la féminité et la difficulté, encore une fois sociale, de reconnaître le rôle des femmes. Catherine Pagès. Il se trouve que le maître de mon maître, ce japonais, donc Masumi Roshi, a donné la transmission à des femmes. C'était la première fois dans son lignage que ça arrivait. Et il a donné à plusieurs femmes américaines. Donc moi, si on peut dire, dans cet arbre généalogique, j'ai des tantes, si on peut dire, ce qui est exceptionnel. Et mon maître, comme je suis son premier successeur, je suis la première femme, mais il donnera certainement la transmission des femmes. Je vois autour de moi, dans ma famille zen et dans d'autres lignées d'ailleurs,
qu'il y a de plus en plus de femmes qui reçoivent la transmission et qui sont enseignantes. Ça, je crois que c'est quelque chose de très nouveau. Donc je crois que là, il va y avoir un changement, enfin une transformation qui va se produire d'elle-même parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui enseignent, de plus en plus de femmes qui pratiquent et qui pratiquent vraiment très très sérieusement. Donc ça va influencer. Je pense que l'apport de l'Occident au bouddhisme, il y a 2 facteurs très importants, c'est la laïcité et les femmes. Il y a beaucoup de pratiquants laïcs et il y a beaucoup de pratiquants femmes. Et je crois que ça va faire changer des choses dans le bouddhisme. Qu'est-ce que ça fait déjà changer ? Je crois que d'abord, je dirais que la manière d'enseigner d'une femme est en train de bénéficier l'un de l'autre parce qu'on pratique ensemble. Parce que ça aussi, c'était pas très courant au Japon. Le fait que hommes et femmes pratiquent dans la même sangha, dans le même groupe de gens, et que le fait qu'on pratique ensemble, on s'influence mutuellement énormément. Donc, je crois que on est en train les femmes n'ont pas à perdre leurs attributs de femmes, mais elles ont aussi éventuellement à manifester certaines qualités que nous avons en nous-mêmes, mais qui sont en général imputées aux hommes. Et nous les manifestons, ou nous allons les manifester de plus en plus à notre manière à nous. Hein. De même pour les hommes aussi sont très influencés. Je pense que pour un homme, d'avoir un enseignant femme, c'est un énorme chemin parcouru déjà. Et j'ai des élèves, beaucoup d'élèves hommes. C'est un chemin extraordinaire pour un homme d'accepter l'autorité spirituelle d'une femme. Je pense qu'il y a déjà une réceptivité, une acceptation d'une partie de lui-même qui va se manifester à un certain moment aussi d'une certaine façon. Je ne sais pas très bien ce que ça va donner un homme pratiquant depuis très longtemps avec une enseignante femme. Comment lui, il va transmettre ce qu'il a reçu en tant qu'homme, ayant reçu ça d'une femme. On est plus habitué à chose inverse. Moi, mon maître est un homme. Bon, on est assez habitué à ça. Enfin, en même temps, pour moi, ça a été un grand questionnement à certains moments, parce que moi, je le voyais faire certaines choses dans la pratique, et surtout au niveau de l'enseignement. Je savais pas comment m'y prendre, parce que j'avais pas le même genre d'énergie qu'il avait, j'avais pas la même notion de faire, d'activité, etc. qu'il avait, et en même temps je me disais mais je devrais être comme lui, parce que c'est bien ce qu'il fait, donc forcément j'avais envie de faire comme lui, puis j'y arrivais pas, parce que lui il est un homme et que moi je suis une femme. Donc ça a été assez douloureux même à certains moments. À un moment, je lui disais, mais moi, j'ai pas de modèle femme, comment je peux faire? Tu veux que je sois une enseignante, mais je sais pas comment m'y prendre. Alors, je sais pas diriger une séchine comme toi tu le fais. Une séchine, c'est une retraite. Hein. Je sais pas diriger une retraite comme tu fais toi. Alors, il me disait sans arrêt, trouve ta voie, trouve ta manière. Deviens ton propre modèle. Mais c'était pas si facile. Bon, donc je pense que c'est très riche en même temps cette exploration des choses, c'est magnifique. Je pense que aussi bien pour l'homme que pour la femme, il y a une exploration extraordinaire. Joshin Basho, c'est au Japon. Vous avez été ordonnée nonne par un maître japonais qui avait plutôt jusque-là des disciples hommes et plutôt des disciples japonais qu'étrangers. Et oui, en effet, mon maître Moriyama, avait jusque-là aucun disciple proche étranger, mais il avait déjà lui-même passé quelques années aux États-Unis, et donc ça a facilité beaucoup notre rencontre, et ça a été vraiment une grande chance pour moi, parce que c'est difficile pour une femme et pour une étrangère de trouver un lieu où rester et un maître qui vous accepte au Japon. Donc vous avez
passé un certain long séjour avec lui, et puis un beau jour, il a accepté, ou vous avez demandé à être ordonné nonne? Non, ça marche pas comme ça. Et puis un beau jour, il m'a dit maintenant il faut partir. On ne demande pas tellement. C'est quand on est disciple au Japon, on fait ce qu'on vous demande. Donc un jour, le rocher a dit bien maintenant il faut partir, il faut que tu rentres. Et si le Japon c'est pas ton pays, et il faut que tu retournes en France et que tu transmettes le dharma que tu as reçu. Voilà. Donc là, bien il y avait pas d'autre réponse que oui, d'accord. Et maintenant, vous avez aussi ordonné une de vos disciples, nonne. Oui, c'est exact. Avec l'accord de mon maître, il y a 5 ans maintenant, une femme qui était venue vivre à la demeure, et parce qu'elle désirait suivre à son tour la voie monastique, a été ordonnée. Pour l'instant, elle a reçu la première ordination, c'est-à-dire qu'elle porte les vêtements noirs et le haut-kessa noir des novices, on pourrait dire. Et puis, l'année dernière, elle a été reçue au monastère japonais qui forme les nonnes de l'école Soto et qui est dirigé par Aoyama Roshi. Et elle est devenue également disciple de cette maître japonaise, franchissant par là la seconde étape de sa vie de nonne. Fabrice Midal. On a toujours tendance à mélanger la question de la féminité et la question des femmes. Notre monde, aujourd'hui encore, est un monde très profondément masculin, qui met d'abord en avant les moyens habiles, l'efficacité, l'effectivité. Et on n'accorde aucune place à une qualité plus féminine d'être, et d'être inconditionnellement, sans avoir besoin d'une action immédiate. Mais que cette manière d'être est en elle-même une très profonde action. S'il n'y a pas d'espace, on ne peut rien faire. Dans le bouddhisme Vajrayana, la féminité est célébrée sous différents visages. Un des visages, c'est que la prajna, la connaissance discriminante, est la qualité féminine, où on dit même que la prajna est la mère de tous les Bouddhas. Donc il y a un sens que la connaissance ouverte et spacieuse est la source de tous les Bouddhas, et la féminité est vue alors comme l'espace ouvert connaissant. De ce point de vue-là, cette féminité n'est pas l'apanage des femmes, mais une qualité, un pôle d'existence qui existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et qu'il importe de cultiver et de reconnaître. Il existe aussi des divinités féminines. Par exemple, Vajrayogini, qui est une déité sous la forme d'une jeune fille de 16 ans, rouge, nue, et qui représente la qualité de la compassion de l'éveil. Et le pratiquant s'identifie à elle et l'invoque pour manifester ses qualités en lui-même. Donc on voit dans le Panthéon cette place importante accordée à la féminité. Dans le bouddhisme tibétain, il y a des figures de très grandes femmes mystiques, comme nous avons dans la chrétienté. Et c'est étonnant, mais les plus grandes mystiques du bouddhisme tibétain ont vécu en même temps, à peu près, que les grandes mystiques de la chrétienté. Marie-Martine Mestre. On va dire à peu près dans un mouchoir de poche de 2 siècles. Et ces femmes ont véritablement fait une recherche extrêmement forte, où elles ont impliqué tout leur être, tout en vivant par moments une vie humaine mariée, mère de famille, amante, etc. Et c'est très inspirant, je trouve, parce que c'est extrêmement vivant quand on lit les récits de leur vie. Et dans le bouddhisme tibétain, il y a quelque chose qui est très beau. C'est les récits des vies des grands yogis,
grands saints, on pourrait dire, les namtar, c'est vraiment fait pour inspirer un être. Suivant comment on sent en affinité, comment on sent aussi interpellé par des passages de ces vies ou cette vie tout entière. Et je pense à des femmes comme Mathilde Lamdrun, qui était de nature humaine, c'est une femme qui a réellement existé, mais aussi qui est dite de nature divine, parce que on dit qu'elle est une émanation de Tara, et de Yeshe Tsogyal, qui était la compagne mystique, mais tout à fait humaine, hein, ça a été son amante, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais son amante, pas au sens de vouloir à tout prix vivre une vie sexuelle, mais c'est à travers cette énergie profonde de vie dans la sexualité, de pouvoir encore augmenter la clarté de la conscience et une capacité d'amour très bienveillante envers tous les êtres. Et ça, c'est spécifique aussi du bouddhisme tibétain, c'est de reconnaître cela. Ça a été, je dirais, canalisé, régulé dans le bouddhisme tantrique, et donc il y a eu des femmes qui ont vécu vraiment aussi loin qu'elles l'ont pu cette aventure-là. Yeshe Tsogyal, qui était donc la compagne de Padmasambhava, qui est dit le deuxième Bouddha, celui qui a amené le bouddhisme au Tibet, et elle était la fille d'un roi, et elle a eu une foule d'aventures, elle a vraiment été au bout d'elle-même pour développer sa conscience. Et une conscience de femme, parce qu'une conscience de femme, l'esprit, d'accord, c'est l'esprit, mais l'esprit d'une femme, c'est pas tout à fait la même chose que l'esprit d'un homme. Je crois que notre nature féminine, notre capacité de prendre un homme dans nos bras, de lui donner de nous, de prendre un enfant au plus profond de sa matrice et de le laisser se former en nous et de lui offrir la mise au monde, de l'offrir à la société à travers son papa et après tous les gens qu'il va rencontrer, je crois que ça nous prédispose à une bienveillance. On est en même temps terre-mère, et nous sommes en même temps lumineuses d'une autre nature que simplement terrestre. Dans le symbolisme qui est très important dans le Shingon, est-ce que cette place du féminin est marquée de manière précise dans tel ou tel mandala ou dans tel ou tel rituel? Bien, dans le Shingon, il y a des divinités féminines. Il y a des aspects de canon qui est le bodhisattva de la compassion, qui sont des aspects très féminins. Yukai. Lorsque on va répéter, par exemple, le mantra de Benten, qui est la déesse de l'éloquence et également de la prospérité, on va développer tout ce côté du cœur, tout le côté de l'eau qui coule du sommet de la tête dans le cœur. Et donc, on développe en nous des capacités de subtilité, de sensibilité. Donc, beaucoup d'artistes vont prier Benten. Si on prie, par exemple, le Taizokai, le mandala où il y a un gros lotus rouge au milieu, on va développer tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Si on prie la Prajnaparamita, comme moi je la prie pas mal, j'en fais beaucoup, eh bien on va développer une intuition permanente du monde et des autres, si bien que notre sensibilité va nous permettre de mieux les comprendre. À ce moment-là, si on comprend mieux les autres, on peut mieux les aider. Et puis on peut pardonner également. Pourquoi le monde est si déstructuré, si faux actuellement? C'est parce qu'on ne tient pas compte des qualités féminines. Et ces qualités féminines, elles devraient nous apprendre à respecter la vie. Il y a donc ces femmes qui ont développé leur féminité au maximum et qui ont laissé des enseignements et des techniques de méditation très puissantes, utilisées aussi bien par des hommes que par des femmes.
c'est la pratique de Che, la coupure de l'ego. C'est la pratique des Nyungne, qui est une pratique de libérer l'esprit de l'ego et en même temps qui va amener à de la santé, mais une santé de physique aussi. Et on ne parle à ce moment-là ni de masculin ni de féminin, et encore moins d'une union entre deux êtres humains. On parle simplement de la complémentarité entre ce qui existe à l'état de puissance et ce qui va se mettre en mouvement dans l'action. C'est la même chose, mais différenciée en deux types d'énergie. Et c'est ce qui va, en quelque sorte, présider à, on pourrait dire, la création d'une situation nouvelle, intérieure ou extérieurement. Mais en aucun cas, il s'agit d'une femme. Et en aucun cas, il ne s'agit de représentation de l'acte sexuel. Mais on pourrait se dire que c'est inspiré par cela, parce qu'on ne parle pas d'autre chose que de la vie humaine profondément vécue, dans toutes ses dimensions, jusque les plus élevées, les plus spiritualisées. D'une certaine manière, le principe féminin, c'est l'aspect intangible de la réalité. Peut-être c'est une meilleure manière que de parler d'espace. Et l'aspect masculin, c'est l'aspect plus tangible. Et on voit bien comment ces deux polarités sont essentielles à une vie harmonieuse. Et c'est pour ça que dans les mandalas, vous avez au centre une divinité masculine et une divinité féminine. Et c'est l'union des deux qui donne la plénitude. S'il manque un aspect, il y a quelque chose d'incomplet, enfin qui ne peut pas faire monde. Je pense souvent qu'on devrait traduire mandala par monde, parce qu'on dit souvent que quelque chose est immonde pour montrer ce manque d'harmonie. Et le mandala, c'est cette harmonie-là. Et cette harmonie est possible par cette union, par exemple, de Vajrayogini s'unit à Chakrasamvara dans la lignée Kagyupa. Il faut aussi mentionner, quand on parle du panthéon du Vajrayana, de Yeshe Tsogyal, qui est la compagne de Padmasambhava. Padmasambhava est considéré comme un second Bouddha par les Tibétains. Historiquement, ce serait lui qui aurait introduit le bouddhisme au Tibet et qui aurait réussi à vaincre les obstacles ou les démons, comme on veut regarder la réalité. Et Yeshe Tsogyal joue un rôle décisif. Elle est à la fois son étudiante et une maître importante. Et de nombreuses pratiques invoquent Yeshe Tsogyal comme une divinité. Peut-être il faudrait préciser que par divinité, le bouddhisme entend surtout une potentialité d'être qu'on peut invoquer. Et c'est très difficile pour nous de réussir à comprendre ce qu'est une divinité, car pour nous, soit on les comprend comme étant à l'intérieur de notre esprit, comme des archétypes, soit on les comprend comme étant à l'extérieur, comme des dieux du paganisme. Dans le bouddhisme tibétain, c'est ni l'un ni l'autre. Les divinités ne sont qu'une expression d'une possibilité de l'esprit, mais en même temps, l'expérience qu'on en fait est aussi concrète que celle que je fais quand je vous vois. Donc le pratiquant invoque ces divinités féminines. Et, par exemple, dans la lignée Kagyupa, le pratiquant va souvent commencer par pratiquer Vajrayogini. Donc c'est presque un passage obligé que d'approcher cette qualité de l'esprit ouvert. Cette dimension du masculin et du féminin dans le bouddhisme tibétain bien sûr, c'est
le masculin et on pourrait dire l'état d'éveil, et le féminin est cette force, cette énergie qui nous pousse à chercher, à nous libérer de nos souffrances, qui nous emprisonnent du ressenti de la souffrance, à nous libérer de nos névroses, à nous libérer de tous nos schémas, tous nos conditionnements, qui nous amènent à être repliés sur nous pour aider à cette libération intérieure, à cet éveil de la bouddhéité en nous. Et cela, c'est le travail de Tara. Tara, qui est une déité, et Tara est la mère de tous les Bouddhas, c'est la libératrice. Alors elle est représentée très 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 féminine. C'est une toute jeune femme, très très bien faite, avec une jolie taille, des seins très épanouis. Elle a des très belles soieries, mais ça c'est pas le signe obligatoirement uniquement de la féminité. Elle a des très beaux bijoux, des très beaux joyaux. Elle a un sourire assez tendre et espiègle. Elle est décrite comme ça. En fait, c'est une énergie toujours jeune, toujours fraîche, toujours jaillissante, comme peut l'être une jeune femme, et toujours prête à œuvrer pour libérer un être de ses démons intérieurs, c'est-à-dire de tout ce qui va le cloisonner, l'emmurer en lui-même dans des attitudes qui se répètent toujours. Et c'est l'œuvre de Tara. Alors elle peut être tout à fait adorable, très compatissante, tendre, etc. Comme elle peut être très courroucée, très... on lui décrit 21 aspects. Les aspects sont comme, je dirais, des traits de caractère. Une personne qui est maman, qui est jeune femme à son bureau, qui est amante, etc. C'est ces différents aspects de ce qu'elle est. Eh bien, Tara, on dit qu'elle a 21 aspects, dont un aspect qui est la longue vie. C'est ce qui va permettre, au travers des aléas de la vie, de maintenir vivant ce qu'en termes psychanalytiques on aurait dit la libido, mais c'est au-delà de la libido freudienne, c'est vraiment ce courant de vie, ce continuum de la conscience qui s'est constitué, j'oserais dire, avant la naissance et même la fécondation d'un être, sa constitution de première cellule, jusqu'après sa mort. Et là, c'est l'œuvre de Tara, c'est le féminin. Les deux mandalas Kongo-kai et Taizo-kai qui sont disposés de chaque côté de l'autel de ce temple Shingon, Daniel Biot, servent chacun à un itinéraire de méditation très précis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine des mandalas. Le bouddhisme vient de l'Inde puis de la Chine. En Chine, on considère que l'être spirituel qu'on veut réaliser, c'est l'homme universel, ça symbolise l'univers. Donc en Chine, on imaginait un homme qui était tourné vers le sud. Nous, on regarde vers le nord, mais donc cet être immense qui est tourné vers le sud, il voyait sur la gauche le soleil monter, donc il était rouge, puisque le soleil monte de l'aube jusqu'au zénith. Et donc cette partie-là, elle est du sentiment, du côté du cœur, elle est du côté de la vie qui monte et qui fait grandir toutes les plantes, toutes les choses. Et donc ça, cette partie-là, on l'a appelée le Taizo-kai, la matrice, ce qui fait naître les choses. Taizo, c'est la matrice. Donc, on a mis le mandala du Taizo-kai sur la gauche de cet être immense. Et puis, de l'autre côté, se trouve le Kongo-kai qui symbolise
l'intelligence, la connaissance, le développement des concepts qui permettent de discerner, de séparer les choses du monde pour les comprendre. Et donc on a appelé ça le Kongo-kai, qui est le Vajra. Donc d'un côté, on met l'intuition directe, le côté féminin qui perçoit les choses directement par la sensibilité du cœur, donc qui est la Buddhi du cœur, qui est l'origine du développement spirituel, qui est la compassion, qui est tout ce qui est d'ordre féminin, de douceur, de sensibilité. Et de l'autre côté, sur la droite, si on parle de l'être cosmique, on met tout ce qui est de l'ordre de la Buddhi, du sommet de la tête, qui est de la connaissance, de l'intelligence, du non-moi, dans le sens qu'on s'oublie soi-même pour comprendre les choses au niveau des principes, si vous voulez. Donc il y a le côté droit, qui est le côté masculin, qui est blanc, qui est une sorte de lune pure, vide. Et de l'autre côté, le côté féminin, qui est un gros lotus, plein de formes très très différentes qui symbolisent le monde concret, tandis que le côté droit, c'est plutôt le côté du monde des concepts, de l'intelligence, de la connaissance pure, si vous voulez. Alors, si on unit le cœur de lotus, qui est rouge à l'origine, mais qui se purifie toutes ses émotions, de tous ses conflits internes, au fur et à mesure de l'ascèse, et qu'on l'unit petit à petit à ce principe de connaissance qui se trouve au fond de nous-mêmes et qu'on peut développer par la réflexion, par l'étude, à ce moment-là, on unit la partie féminine et la partie masculine en nous, et on devient un être complet, et on est capable de passer à de plus en plus de niveaux d'intégration, des plans cosmiques, des plans spirituels dans notre propre vie, et on cherche à manifester dans le monde concret d'intelligence, une certaine sagesse, une certaine compassion qui permet d'être vraiment utile aux autres. C'est l'idéal du Bodhisattva, et c'est également l'idéal fondamental du Shingon qui cherche à manifester la sagesse du Bouddha primordial que nous on appelle Bouddha Grand Soleil dans le monde concret. Il ne s'agit pas de fuir dans le bouddhisme Shingon le monde en disant qu'il est souffrance et illusion. Il s'agit de manifester dans le monde concret, à travers toutes les petites choses, à travers l'art, à travers le service, à travers une parole douce et bienveillante, une sagesse primordiale qu'on peut trouver par une pratique intense sur soi-même au service des autres. C'est ça qui va nous permettre de nous approfondir, et c'est ça qui donne du sens profond à la vie. C'est ce que j'ai toujours cherché. Pourquoi on vit ? On vit simplement parce qu'on peut avoir des relations avec les autres. Et ce sont dans ces relations, dans ce réseau de relations, qu'on va grandir soi-même, qu'on va se remettre en question et qu'on va s'enrichir de toutes les différences qui existent dans le monde. Le sens dans lequel je dirais que le féminin est très important dans le bouddhisme, c'est justement d'abord cette idée de vie intérieure. Ça, c'est l'aspect féminin d'un être. C'est aussi que l'on apprend à comprendre la souffrance, à la vivre, et de comprendre le bonheur. Et à travers les pratiques bouddhistes, à travers la philosophie du bouddhisme, à se laisser pénétrer par la vie, ce qu'elle nous amène, en particulier les occasions de souffrance, parce qu'il y en a plein dans la vie. Et ça, c'est une attitude féminine face à la vie. C'est pas chercher à tout régenter, c'est pas chercher à trouver des solutions immédiates pour tout, pour surtout pas souffrir. C'est pouvoir se laisser pénétrer par ce qui nous fait souffrir, de le comprendre et de s'en servir comme moyen pour évoluer. Et ça, c'est, on pourrait dire, une attitude féminine. Mais c'est pas spécial à une femme ou à un homme. C'est une attitude de réceptivité, de compréhension et de redonner quelque chose à soi, à la vie, aux autres, dans ce vécu, dans ce qu'on a appris, dans cette expérience-là.
Et puis, pour les femmes, chez nous en Occident, je trouve que le bouddhisme a quelque chose de très puissant, parce qu'on apprend à quitter le paraître pour être dans l'être. Et notre société actuelle nous amène beaucoup trop à être, je dirais, aux normes de ce que l'on pense être la féminité, sinon on n'est qu'un objet bon à jeter. On n'est pas canon. Ça me fait rire parce qu'on parle du canon bouddhiste. Et ça permet à chaque femme de se rassurer sur ce qu'elle est, en sentant qu'elle a une profonde richesse à développer. Et ça peut l'aider à entrer dans le secret d'elle-même comme femme et dans le sacré d'elle-même. Et de ce fait, de se sentir quelqu'un de digne, quelle que soit son allure extérieure, quelle que soit sa vie, son style de vie. Et je trouve qu'à ce titre-là, le bouddhisme est très bon pour les femmes. À la lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Negret, réalisée par Christine Berlamont. 4e émission, la place de la femme. Avec Yukai, moine bouddhiste Shingon, Marie-Martine Mestre, psychanalyste, Martine Bachelor, auteur d'un livre de portraits de femmes bouddhistes contemporaines, Rencontres avec des femmes remarquables, Fabrice Midal, disciple de Chogyal Trungpa, Grazina Pearl, artiste qui dirige un centre de méditation zen coréenne à Paris, Catherine Pagès, maître zen, Marie-Stella Bousmar, disciple de Dakpo Rinpoche, Joshin Bashu, maître zen de la lignée du zen Soto japonais. Mixage, Guy Senot, Philippe Mercher.